Bienvenue à tous. Merci beaucoup à notre chaleureux public. Vous le savez, nous sortons d'un week-end jonché de très bonnes nouvelles sur le plan sportif. Le Burkina qui décroche une très belle place, la 3e belle place. Et bien évidemment, l'Égypte qui savoure amèrement sa 2e place. Et bien sûr, les bestes, les meilleurs des meilleurs de cette CAN 2017, les lions indomptables du Cameroun. Eh oui! Oui, les lions indomptables du Cameroun. Eh oui, bien sûr. On est fiers. On est contents. Merci beaucoup, public de ces midis. Merci infiniment. Eh bien, vous l'avez remarqué, je le disais à l'entame de cette émission, on a été vraiment gâtés ce week-end avec ces beaux matchs. J'ai adoré le match du Burkina, le Burkina d'Aristide Bansé. J'ai vu des gens qui en voulaient, qui voulaient vraiment ramener cette coupe au pays. Malheureusement, voilà. Ça s'est passé autrement, mais ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. Moi, je suis sûre que la prochaine fois sera forcément la bonne. On va applaudir très fort pour le Burkina Faso. Jean-Michel, c'était pas du tout évident face à une équipe telle que le Ghana. Ils n'étaient pas du tout partis pour être une équipe favorite dès le départ. On ne les voyait pas du tout. Eux-mêmes, ils ne se sentaient pas jusqu'aussi loin dans cette compétition. Mais surtout, ce qu'ils nous ont laissé, c'est l'exemple d'une équipe très soudée, très en harmonie et puis très combative. Donc, avec des buts spectaculaires dans cette compétition, on s'est régalé sur RTI. On s'est vraiment régalé, il faut le dire ainsi. Ici. Et là, on était vraiment tous Camerounais. Hein. On était tous Camerounais hier. Oui, sauf moi. Ah, ouais. J'étais un peu égyptienne sur les bords. Mais bon, waouh. La jumelle de docteur Philo, Priscille, la dégameuse. Eline. Moi, j'étais entièrement camerounaise hier. D'ailleurs, l'Égypte dans la sauce. Dans la sauce. Du monde dans la sauce. L'Égypte dans la sauce. Ne touche pas ma sauce. Hein. Mais vraiment, Lynn Jaber, je crois que vous avez eu raison de soutenir le Cameroun parce que moi, ce que j'ai vu, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, après la première mi-temps, le Cameroun qui a mené 1-0. 1-0. On sait que c'est El Hadari, le même El Hadari, tout à fait. Le monsieur de 44 ans qui est dans les poteaux. Oui. Alors là, c'était pas évident. C'était pas évident pour le Cameroun de revenir au score. Caroline, très lentement au départ. Et puis ensuite, on a vu l'équipe qui a commencé à avoir confiance en elle. Les garçons se sont donnés à fond et vraiment, c'était un bel exemple. À fond. Je pense que quand ils sont allés dans les vestiaires, ils ont dû écouter. Tu vois la partie de Renis où elle dit « Laisse-moi tranquille. Tu me parles, je crie. Voilà. Voilà. C'était vraiment... Si tu me touches, je marque. Donc ils sont rentrés, ils ont mis but. Après ça fait marque encore. Ils ont mis deuxième. Et jusque-là, Philo n'a pas encore parlé. Non, parce que je ne me sens pas concerné à tout ce que vous dites. Moi, c'est pour l'éléphant qui me fait mal. Toujours. La douleur, toujours. Ça me fait mal. C'est vrai qu'on a assisté à cette finale hier, vous l'avez dit, moi j'aurais aimé quand même si j'étais Camerounais, j'aurais aimé quand même que El Hadari reparte comme ça à la retraite avec ce trophée à 44 ans, ça allait faire quand même, voilà, ça allait être un peu bien. Mais c'est pour dire que l'expérience aussi a des limites. L'expérience a des limites, tu as beau être expérimenté, comment, un jour, un petit truc va te marquer. Mais je suis toujours dans cette douleur des éléphants. C'est pourquoi d'ailleurs je suis venu avec mon matelas pour que les Égyptiens viennent me masser pour enlever cette douleur de défaite là à moi. Je souffre bien. Non. Et jusqu'à présent, il porte la douleur. Non. Faut faire doucement. Vous êtes prof dans le massage et puis Cameroun va gagner. Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc, comme ça, c'est fini toute la douleur de la défaite des éléphants. Ça vient de partir comme ça. Ça vient de partir comme ça. Je suis satisfait en tant que bon père de famille. Voilà, c'est comme ça. Voilà, et c'est parti. Je suis très heureux. Les enfants, mais il n'y a plus d'enfants ici pour masser.
Vous êtes un père de famille, docteur Philo. Vous êtes un père de famille? Oui, je suis un père de famille, oui, c'est pourquoi... Et vous avez combien d'enfants? J'ai 4 enfants actuellement à mon actif. Et c'est eux qui me massent. Vous voyez ce match-là, c'est parce qu'ils sont allés à l'école ce matin. C'est eux qui devaient me masser. C'est un vrai père de famille matin comme ça. Quand les enfants montent sur son dos pour le masser comme ça, c'est pour dire que quelque part, il a rempli son devoir conjugal et les enfants sont au travail à l'école. Comment ils savent les enfants? Merci beaucoup, docteur Philo. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des enfants parce qu'aujourd'hui, on va parler de stérilité. Il y a des gens qui ont besoin d'enfants, qui ont envie d'avoir des enfants, mais malheureusement, qui n'ont pas d'enfants. On parle de la stérilité qui pourrait donc se définir comme étant l'impossibilité de procréer lorsqu'on a tout essayé en médecine. Et en Afrique, on le sait bien, hein, lorsqu'une femme se trouve dans ce cas, parce que généralement, ce sont les femmes qui sont accusées à tort des fois, parce que l'infertilité ne concerne pas que la femme. Et ces femmes-là sont stigmatisées, rejetées par la société ou encore par leur belle famille. J'ai été déclarée stérile pendant 15 ans. Voici le point de vue de notre docteur en union. Merci. Ouais, ça, je dirais que heureusement que moi je ne suis pas dans ce cas-là, je ne souffre pas de stérilité, mais 15 ans de stérilité d'une femme dans le foyer, je veux dire que c'est des milliers de jours d'humiliation, des milliers de jours de honte, d'ironie dans le foyer. Surtout que si la femme est issue d'une famille de polygames, c'est-à-dire quand son mari a beaucoup de femmes comme ça, vous savez, c'est toujours... C'est l'ironie, c'est des chansons, c'est des petites chansons. Chaque fois que la femme est en train de chercher des CD ou dans la chanson, on parle de stérilité. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ce fait-là, mais je vais m'attarder rapidement sur les véritables causes même de la stérilité. Souvent, c'est dans la nourriture. Et puis même quand vous voyez un foyer, dans un foyer... Quel est le rapport entre la stérilité et la nourriture? La nourriture? Non, souvent... Attends, je suis docteur, je vous en prie. Vous avez oublié? Je suis docteur. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi l'alimentation qui rentre en ligne de compte. Vous voyez? L'alimentation rentre en ligne de compte. Souvent, il y a des gens, vous mangez les insectes, les animaux qui n'ont pas de sang, là. Criquets, les salamandres. Vous voyez ce qui fait vert, qui fait comme ça, là. Comment on appelle ça? Menthe religieuse? Menthe religieuse. Bon, quand c'est un peu religieux, c'est encore bon, mais menthe athée ou menthe animiste, souvent, ça provoque souvent la stérilité. Mais on dit, moi je dis, il faut s'adapter sur les causes principales. Il y a aussi les troubles, on dit généralement, c'est les troubles sexuels qui envoient la stérilité. Les troubles sexuels, généralement c'est l'homme. Mais quand on dit, qu'est-ce qu'on entend par trouble sexuel? Mais un homme, tu ne restes pas tranquille, c'est toi, tu as de gosses, tu as femme à Koumassi, à Makori, à Guitry, à Daloa, même à l'intérieur, tu es troublé par le sexe. Tu es troublé et tout ça porte le trouble. Et la femme est... Et vous remarquez une femme... J'espère que vous ne parlez pas de vous-même. Hein. Non. Moi, depuis que je suis là, je ne déménage pas. Généralement, les gens les femmes stériles dans le foyer, moi, elles déménagent beaucoup. Elles déménagent beaucoup, voilà, parce que pour ne pas que l'entourage, la société fasse attention. Parce que même quand vous avez parlé de belle-mère, quand la belle-mère vient, souvent, elle sait qu'il n'y a pas d'enfant. C'est là, elle va s'asseoir, elle va dire à sa belle-fille, il ne faut pas appeler la fille, l'enfant du voisin, elle va m'apporter l'eau à boire. Tout ça, c'est d'humiliation. Moi, j'ai été victime de stérilité pendant 9 mois. Heureusement que ça s'est guéri aussi. Heureusement que ça n'a duré que 9 mois. On vous remercie, docteur Philo. Connaissez-vous une femme stérile? Si oui, quelle est donc votre attitude vis-à-vis d'elle? Bon, la femme stérile, elle est comme toute femme, franchement dit. Il n'y a pas à la négliger, on vit avec elle. J'en connais des femmes qui sont stériles. Mais moi, de ma part, je pense que ce n'est pas de sa faute parce que la vie ne nous donne pas tous ce qu'on souhaite. Donc, je pense que c'est un truc qui arrive à cette dame-là ou bien à ces personnes qu'on connaît bien. Mais je pense qu'en cela, nous tous, on doit prier pour elle, quoi. Une femme stérile, c'est une femme forte, il faut encourager parce que ce n'est pas facile. Mais dans la vie, lorsqu'il y a espoir, lorsqu'on vit, lorsqu'on avance dans la vie, il y a tout de l'espoir en fait. Donc, être stérile, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, la médecine est développée. Il y a plusieurs types qui permettent à la femme aujourd'hui de pouvoir enfanter. Je dis une femme stérile, c'est une femme qui a des problèmes d'enfants. Et c'est une femme qui ne fait pas d'enfants. Et voilà, c'est pas bien de nos jours d'avoir une femme à la maison qui ne fait pas d'enfants. Par rapport à moi, quoi. Parce que si aujourd'hui je décide d'avoir un foyer ou bien avoir une famille, il me faut une femme qui est capable de me donner des enfants.
J'ai été déclarée stérile pendant 15 ans. Eh bien, notre invitée du jour, elle est aujourd'hui commerçante. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir très fort parce qu'elle aura besoin de votre soutien pour nous rejoindre sur ce plateau. Madame Coulibaly Barakissa, née Ouattara. Elle est belle, n'est-ce pas? Madame Coulibaly Barakissa. Faut bien attraper, hein? Je suis en forme. Merci à vous, public. Et voilà, merci à vous, Madame Coulibaly, d'être là sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci. Alors, je reviens au thème. J'ai été déclarée stérile pendant 15 ans. Et il faut dire que en juin 1997, alors que vous n'aviez que 17 ans, voilà, vous allez vous retrouver en couple avec votre actuel mari, c'est bien cela. Alors, expliquez-nous à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème. Bon, merci. Déjà, bienvenue. Merci à vous. En fait, c'est après quelques années de mariage, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire un enfant. Comme toute femme, quand on se marie, on attend juste quelques mois de voir le ventre qui pousse. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Quelques années après, puis j'ai commencé... Combien d'années environ? 4 ans. 4 ans. 4 ans, oui. Au moment où j'ai désiré, parce que comme j'allais à l'école, ce n'était pas trop mon penchant de faire rapidement. Mais au moment où j'ai commencé à avoir besoin, peut-être 2 ans après, mais ça ne venait pas. Donc peut-être 4 ans après, j'ai commencé à faire les analyses. Et monsieur ne vous posait pas de questions à ce niveau? Oui. Oui, il se disait, on va lui laisser le temps quand même de poursuivre ses études. Au départ, c'était ça, verra. poursuivre les études, mais après, quand il a eu besoin, il posait des questions. Et puis bon, c'est par la suite des questions, on a commencé à faire des recherches. Nous sommes allés à l'hôpital. J'ai fait, côté médical, j'ai tout essayé. Hein. Et c'était quoi le diagnostic des médecins? Jusqu'en 2011, on me disait que tout allait bien. L'écho, pelvienne, l'hystérosolfingo, il n'y avait pas de problème. Mais c'est en 2011 qu'ils ont découvert que j'avais une trompe qui n'existait pas. Et que la seconde trompe qui existait, elle était perforée. Donc il fallait faire une célioscopie. Là, j'étais déjà à bout de souffle financièrement, je ne pouvais plus me permettre de le faire. D'accord, on y reviendra, mais déjà, je veux dire, 4 ans après votre mariage, quand vous vous rendez compte que vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème et que vous n'enfantez pas, je veux dire, c'est quoi les premières démarches que vous entreprenez dans La première chose, nous sommes allés à l'hôpital, on a demandé à faire des analyses. Ils nous ont donné une écho pelvienne, on a fait, il n'y avait pas de problème. Et à la suite, on a fait... Une écho pelvienne qui représente quoi exactement? C'est pour voir au niveau du ventre de la femme, s'il n'y a pas de problème, en fait, les fibromes et autres. En ce moment, ils avaient décelé peut-être un petit fibrome de quelques millimètres. C'était vraiment insignifiant. Ça ne pouvait pas empêcher de procréer. C'est au fil du temps que ça a grossi. À la première grossesse, il y a un qui faisait 57 millimètres et puis il y a un qui faisait 37 millimètres. Pendant la première grossesse, les fibromes. Mais au tout début, c'était vraiment insignifiant. Je sais que vous êtes quand même pressé d'arriver sur ce chapitre, mais ce n'est même pas évident qu'on puisse l'aborder aujourd'hui parce que votre thème, on va l'aborder en 2 jours. C'est-à-dire la première partie aujourd'hui parce que votre témoignage est tellement édifiant et votre histoire est tellement belle qu'on veut bien comprendre tout ce qui a pu bien se passer. Alors là, vous allez vous lancer, on va dire, dans une quête effrénée d'enfantement, de procréation, et vous allez tourner un peu partout. Partout, chez les tradipraticiens, mais d'abord c'est à l'hôpital que je suis partie. Tout à fait. Quand j'ai essayé sur tous les plans là-bas, il n'y avait pas gain de cause. Je suis allée chez les tradipraticiens, j'ai fait les médicaments traditionnels et tout et tout. À un moment donné, ma chambre même était comme la chambre d'une féticheuse. Pas mal de canaries, c'est pas vrai. Et ça n'a pas marché, les tradipraticiens? Bon... Ça a failli marcher? Je peux dire... Parce que généralement, ils soignent tout. Hein? Donc, moi, oui, ils soignent tout. Ils sont pas mal aussi, les tradipraticiens. Ils sont en Afrique, il ne faut pas ignorer. Mais c'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne l'enfant. Vous allez voir également des hommes de Dieu? Oui, je suis allée voir des hommes de Dieu, on a prié. Mais justement, donc, je me rends compte que vous cherchez un peu partout, vous cherchez des solutions. Oui. Et vous vous dites, vous-même, dans votre fort intérieur, le problème, il est situé à quel niveau? Il est situé à quel niveau? Je ne sais pas. Je fais correctement, excusez-moi du terme, les menstrues. Bon, tout va bien, mais pourquoi ça ne vient pas? Et c'est là qu'un jour, je suis là et puis je suis couchée aux environs de 23 heures. Je me rends compte que mon alliance qui était sur mon doigt disparaît.
Monsieur me dit, on était Vous ne l'avez pas couchés. oublié quelque part? Je n'ai pas oublié. Je n'en avais même pas mon alliance parce que quand même, c'est une fierté pour les femmes d'avoir une alliance au doigt. Et puis par moment, on parle, on fait comme ça fait plaisir. Donc, bien sûr, enlever. Donc, je n'avais pas l'alliance. Et c'est monsieur même qui a fait le constat. On était couchés et puis il me dit, mais est ton alliance? Non, Prissy, elle ne le dit pas par rapport à vous. Je lui ai dit, non, pas du tout. En fait, on s'est compris. Ah, d'accord. Excuse-moi, ça va venir. Ça va venir. Oui, bien sûr. Donc, il me dit, mais ton alliance, je lui ai dit, mais voilà ça. Vous étiez tellement sûre de l'avoir. Je regarde, il n'y a pas l'alliance. C'était bizarre. À 23 h, un mardi. Vraiment, ça m'a paru bizarre. Dans la soirée? Pas du tout. Je rentre dans la douche, je fouille, rien. Dans la chambre, je fouille au chevet du lit, il n'y a rien. Ok, bon, c'est bizarre, mais on fait avec, j'ai dormi, le cœur qui quand même battait. Quand même. Et là, une semaine après, le même jour, à la même heure, pour ne pas laisser le doigt vide, j'ai porté une alliance en argent blanc sur le doigt. À la même heure, le même jour. Là, ce n'était pas l'alliance, c'était peut-être c'était une bague comme ça pour ne pas laisser le doigt comme ça, voilà. Et puis, je me rends compte qu'à la même heure, il y a l'alliance en or qui réapparaît sur mon alliance blanc. Mystère, j'ai envie de dire. Oui, une histoire réelle que j'ai vécue. Et ça a été quoi votre réaction? J'ai senti quelque chose comme si ça titillait mon doigt. Et puis, j'ai commencé à sentir comme si quelque chose me démangeait sur tout le corps. Voilà. Et puis, j'ai eu la chair de poule tout un coup. Donc, immédiatement, j'ai eu un violent mal de tête qui ne peut pas s'expliquer même. Et puis, j'ai commencé à crier. Je criais tellement qu'il y a des voisins qui sont sortis. Ils voulaient intervenir, croyant que peut-être j'étais en train d'être battue par monsieur, puisque dans la cour, on savait que j'étais une femme infertile. Voilà. Donc, ils sont... Mais ils ne vous battaient pas pour cela? Jamais. Ah, d'accord. Si je mens sur lui, non. Peut-être que si c'est arrivé, c'est pour autre chose. Pas pour ça. Je peux pas. Il a été très cool sur ce plan. Oui. Et donc, il vient, il se rend compte que c'est monsieur qui est en train de me calmer. Donc, lui aussi, il a pris un peu peur. C'est un homme, c'est bizarre. Donc, il m'a prise. À 23 h, là, on allait dans sa cour familiale. Dans la cour de chez mes beaux-parents, il y a une belle-sœur qui avait souvent des problèmes de djinn, comme on le dit. Je suis musulmane. Donc, elle avait des encens et autres. Quand je suis arrivée, il a expliqué ce qui se passait. Vu mon état, ils m'ont donné des encens que j'ai essayé de mettre. On appelle ça ousounan chez nous. Excusez-moi, on va faire attention un peu à votre joli collier qui dérange un tout petit peu le collier va disparaître. Voilà. Non, le collier ne va pas disparaître. S'il disparaît ici, on va le rattraper. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Prissy. Alors là, on se retrouve. Et j'arrive dans ma belle famille. Ils m'ont donné quelque chose, j'ai appliqué sur moi. Et puis bon, après, je me suis retrouvée. J'ai appelé le vieux et ils m'ont dit de venir au village. Et en ce moment, je travaillais au port. J'ai demandé la permission et puis je suis partie au village. C'est dans les recherches, on rentrait un peu partout chez les praticiens quand ils ont découvert que j'avais un djinn. Mais sincèrement, dans les nuits, il y a un monsieur qui me faisait si je peux me permettre, qui faisait les rapports en rêve. Même parfois, quand je faisais des retards et qu'il vient coucher avec moi en rêve, le lendemain, je fais mes menstrues. Est-ce que c'était le même monsieur? Il change souvent de visage. Parfois, il prend l'aspect du genre de personne que tu aimes. Si tu aimes ce que tu aimes, en fait, en tout cas, il prend souvent cet aspect. Excusez-moi, c'est quoi un djinn? Un djinn, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. C'est comme un génie, on va dire. C'est ce qu'on appelle les génies, les maris de nuit communément. Mais comme moi, sincèrement, je ne croyais pas à cette histoire. Bien avant, je ne croyais pas. Mais il a fallu l'histoire de la bague pour que je me rende compte. Même au départ, je me suis dit quoi? Est-ce que ce n'est pas de la magie? Je me posais plein de questions. Parfois, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas parce que la bague a dû peut-être fondre? Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions, même jusqu'à aujourd'hui. Je me pose souvent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, vous ne portez pas d'alliance? Je n'ai pas d'alliance puisque j'ai pris l'alliance de monsieur après que pour moi, réapparu et est parti. Donc, j'ai pris pour monsieur, j'ai porté. C'était sur mon doigt. Un jour, à 11 h, je suis assise dans ma cuisine en train de préparer le riz. Je me rends compte que la bague a disparu encore. Monsieur également. La bague de votre mari. Et ce doigt sur lequel la bague était, ce doigt-là, après le mariage civil, c'est pourri, on a dû faire... Il était infecté? Oui, il était infecté. Donc, il y a un médecin au village, là, je suis partie. Quand je suis allée voir le vieux pour mes soins, on a profité pour racler un peu l'ongle pourri, là. Et puis, on m'a fait mis sous les traitements. Après, ça a poussé normalement, il n'y a rien. Mais c'est l'alliance que je ne porte pas. Pour moi, c'est le papier qui compte. À des moments, vous n'avez pas voulu changer de doigt? Est-ce que vous n'êtes pas dit, pourquoi c'est toujours ce doigt? Bon, je n'ai pas changé. J'ai pas changé. J'ai pas eu cette idée, j'ai pas changé. Voilà. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur l'ambiance à la maison.
avec votre mari? C'est vrai que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était cool, mais est-ce qu'il a été cool du début jusqu'à la fin? Parfois, nous sommes des humains, hein. Parfois on est un peu chose, mais sincèrement, il faut le dire, c'est un homme à part sur ce plan. Dans un foyer, il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème, mais vraiment sur ce plan, si je mens, peut-être que le bon Dieu même va descendre ici. Hein. On ne le voit pas, mais il nous voit, il nous entend. Hein. Je ne peux pas mentir. Il a été très gentil, il m'a soutenu moralement, financièrement, selon ses moyens. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. J'ai même fait l'insémination en 2006 hein, qui n'a pas marché. Mais excusez-moi, est-ce que votre époux, il avait des enfants auparavant? Il avait un fils. Donc avant vous, il avait déjà un enfant en fait. Il y a 25 ans. Donc c'est clair que le j'aime beaucoup d'ailleurs. D'accord. Oui, c'est votre enfant. Vous êtes une femme généreuse. Alors, merci beaucoup. Est-ce que je veux savoir, parce qu'arrivé à un certain moment, vous avez même voulu divorcer. Est-ce parce que vous n'aimiez plus votre mari ou parce que vous n'arriviez pas à lui offrir moi, j'ai un esprit fair play. Je me dis quoi? Si durant 15 ans, je n'arrive pas à faire un enfant avec lui, la femme à un certain âge, elle est ménopausée. Mais l'homme, jusqu'à 100 ans, tant qu'il fonctionne, il peut toujours en faire. Donc, il ne faut pas que je reste là pour peut-être perdre le temps et puis après, je vais me rendre compte que peut-être que je pouvais en faire. Donc, j'ai demandé le divorce. Il dit non, il est sûr et certain que Dieu, il a son enfant. Lui, il va faire un enfant un jour dans sa vie. Donc, le divorce n'est pas la solution. Je dis, il faut qu'on divorce. Il dit, le divorce n'est pas la solution. Oui. Chose bizarre. Vous avez beaucoup de chance quand même hein, d'avoir... Il n'a pas voulu qu'on divorce. Deux fois, j'ai demandé. J'ai dit, mais toi, tu peux avoir la chance de faire enfant avec une autre femme. Surtout qu'il avait déjà un fils. Donc, je me disais qu'avec une autre femme, il pouvait faire les enfants et être heureux. Parce que quand même, on a quand même et bien sûr, votre religion l'autorise. Voilà. Donc, moi, je ne voulais pas être avec lui pour qu'il soit peut-être en couple de polygamie pour en faire. Quand je ne sais pas, peut-être que moi, je peux avoir la chance de faire enfant avec une autre personne. Donc, c'est avec cet esprit fair play là que j'ai voulu divorcer. Pour que peut-être de part et d'autre, chacun puisse avoir la chance d'avoir un enfant. Et vos beaux-parents dans tout ça? Franchement, ma belle famille, la famille Koulibaly, je profite pour vous dire merci infiniment. Ils ont été tellement cool. Vous leur avez dit que vous passerez sur le plateau de ce midi? Dommage, ça a été tellement... On va les appeler après l'émission, ils vont regarder la rediffusion. Ok, il n'y a pas de souci. Ça a été tellement brusque. Moi, je pensais qu'on allait me préparer. Voilà, donc je n'ai pas eu le temps. Ma belle-mère très cool. Mon beau-père, un beau-père, père à son âme, que la terre soit légère, mon beau-père, qui me prenait dans son véhicule en voyage. Pour aller pour des soins, pour que je puisse faire un enfant. Mon beau-père l'a fait pour moi. J'ai pas de problème avec ma belle famille. Oui, mais il faut le dire souvent, ça dépend de nous-mêmes, les femmes. Nous-mêmes, les femmes, parfois, nous provoquons nos belles familles avec... Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Oui, pourquoi? Ce n'est pas une question de chance. Ça dépend. Tu quittes ta famille pour entrer dans une seconde famille qui est ta famille. Quelle que soit Alpha, ta belle famille, elle est ta seconde famille. Peut-être que vous avez la chance parce qu'il y a des belles familles là. Peut-être quand vous parlez de chance, je peux dire, mon éducation ne me permet pas d'être en déphasage avec ma belle famille, quelle que soit Alpha. Et même si ça arrive, ce serait la volonté de Dieu. En ce moment, vraiment, c'est que j'ai fait mon possible et puis c'est arrivé. Oui, parce que la belle famille reste ta belle famille, quel que soit Alpha, soit humble, soit gentil et discrète. Et quand vous demandez le divorce, je veux savoir, quand vous avez demandé le divorce, et que le monsieur a dit non, qu'il s'opposait au divorce, vous ne vous êtes pas dit que peut-être que c'était à lui la faute ou bien, voilà, parce que c'est ça. À ce moment-là, quand on a fait, comment on appelle, le spermogramme, il n'y avait pas de problème. Voilà. Et même, vous étiez compatible? Parce qu'il y a ce problème-là aussi. Oui. Au moment même, je devrais faire le mariage civil, à quelques jours du mariage civil, je ne voulais plus. Je voulais fuir. Mais c'est ma belle-mère qui m'a demandé pardon. Une belle-mère très cool. Cette famille, je ne peux pas aussi gâter leur vie. Ça, il faut le dire. Aucun ne serait gâté. Non, ce qui est fait, il faut dire. Non. C'est la réalité, ce qui est fait, il faut dire tel que les choses sont. Ce qu'ils n'ont pas fait, je ne peux pas dire ça. Et voilà qu'en 2010, vous allez faire une rencontre qui sera vraiment déterminante pour vous. À la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait chaque chose à son temps. Seigneur. Oui. Je comprends. En 2010, par le biais de ma belle-sœur, qui a fait la connaissance d'une dame, Madame Kipré, qui est présidente d'une ONG, l'ONG Espérance Maternité, qui œuvre pour les couples infertiles. Et elle m'appelle, elle me dit, voilà, ma chérie, j'ai découvert une ONG qui peut t'aider. Elle nous met en contact, la présidente se rend chez moi.
Elle me demande si je fais des analyses. Je dis oui, bien sûr. Et comme elle est du corps médical, elle dit de faire venir les analyses. Je fais venir tout, un paquet, pas possible. Elle a pris la peine de lire et tout et tout. Et puis après, elle me dit, mais attends, tu as fait ci, tu as fait ça, mais est-ce que tu n'as pas d'autres problèmes? Je dis apparemment, bon, et puis j'ai essayé d'expliquer, elle m'a dit, bon, sincèrement, ton cas, moi je pense que humainement, tu as déjà tout essayé, surtout qu'à l'hôpital, on m'avait déjà dit ça aussi. Le dernier hystéron, le gynéco m'a dit, le médecin m'a dit par exemple, il dit d'avoir recours à Dieu parce que dans mon cas, c'était quand même difficile. Et elle me dit, on va voir le volet spirituel dans ton cas. Et je crois que c'est à ce niveau que nous allons marquer une pause. Et voilà, comme je le disais, le sujet, on va le développer en 2 parties. Demain, on aura Madame Kipré avec nous, qui va aussi donner son point de vue, comment est-ce que l'ONG fonctionne et comment la rencontre s'est faite, comment est-ce que elle vous a apporté son soutien. Tout cela, on va le savoir demain. Et puis savoir aussi à quel moment, si procréation il y a eu, on le saura demain. Merci infiniment, Madame Koulibaly Barakissa. Mais Ouattara, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et bien évidemment, dans la deuxième partie de notre émission, nous recevrons un invité qui viendra nous parler d'une journée importante qui a été commémorée le samedi 4 dernier. Il s'agit de la journée de la lutte contre le cancer de sein. Restez donc en notre compagnie. Nous allons juste marquer une pause et on se retrouvera pour la suite de ces midis. Merci beaucoup à vous. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Bonjour, 10 ans. Sous le parrainage de l'honorable Charles Niaouré, député de Boaké Commune, la RTI vous invite à Bonjour Boaké, samedi 18 février à 20h30 à l'ancien stade de Boaké. Tarif unique, 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Boaké. Bonjour, un concert. Merci beaucoup. Nous revenons donc pour la deuxième partie de ces midis et bien évidemment, je voudrais qu'on puisse saluer notre public avec nous, n'est-ce pas? Sur ma droite, à l'école technique informatique et commerciale en abrégé éthique. Et oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait toujours du bien de vous avoir dans ce studio et bien évidemment, on va faire aussi un clin d'œil à la jeune chambre internationale d'Abidjan Lagune. Merci, merci beaucoup.
Eh bien, le vendredi dernier, nous recevions un invité spécial, un grand homme. Il aura donné une grande partie de sa vie au sport ivoirien. Félicitations, il a donc été honoré à juste titre. Et là, nous allons vous plonger en 1992. C'était juste avant le match, la finale Côte d'Ivoire-Ghana. Vivez tout de suite l'ambiance. Sénégal 92, Aniwaga, pour l'union, la limosa, et les femmes, discipline, travail, à pied plein très malibona. Oh, Mana, concentration. Oh, Mana. Un bon coach, Mana. Toi, Mana, tu te mets devant le poteau. Comme ça, aucun but ne passera. La beauté, tu séduis l'adversaire. Tu séduis. Ok, Mana. Yes, à gauche. À droite. Ok. Mana. Tiens, ici. Doucement. Mana. Ici. Voilà, Mana. À gauche. Mana, à gauche. Ok. Il est mort. Vous pensez que je ne sais pas que vous m'appelez la mort? Qui t'appelle comme ça? Je sais que vous... Non, c'est pas le problème. Le problème n'est pas au niveau de la mort. De toute façon, c'est une mort positive, donc voilà. Le problème, c'est pas la mort. Ouais, bon, mais ça va? Ok. Non. Oui, ça va. Merci. Ok. Tout à l'heure, le match, c'était un match très décisif. Vous allez pardonner. Pensez à vos familles, au pays. Pensez aux enfants des gens qui vont mourir à cause de vous. Pardonnez. Pensez aux Ivoiriens qui ont misé sur vous. Ils ont confiance en vous. Pensez à eux. C'est pas moi qui vais aller jouer à votre place. Pensez aux Ivoiriens. Vous avez compris? Toi, Aboulaye, tu n'aimes pas t'entraîner. Mais là, il faut montrer que tu as raison de ne pas t'entraîner. Tu as compris? Oui, coach. Ok. Toi, Ben Salah. J'ai confiance en toi. Ben Salah, tu vas donner des passes décisives à Aboulaye. Aboulaye compte sur toi. Vous comptez sur moi. Voilà. Djabi Sekana, tu es sur le terrain, c'est bon. C'est pas pour aller parler français là-bas. Tu ne comprends pas français, il faut jouer avec tes pieds. Tu as compris? Voilà. Et toi, Monguei, c'est bon. Monguei, parfois tu es têtu. Oh, non, doucement. Il faut aller doucement avec lui. Monguei, c'est que tu es bien dur. C'est pas des gens. Tu es têtu, monte sur le terrain, tu es têtu en faisant des passes décisives et à la défense. Voilà, le ballon peut passer, mais l'autre personne ne doit passer. Oui, voilà. Donc c'est bon. Moi, je suis très positif là. Et vous connaissez tous notre leitmotiv ici, c'est... Solidarité, vigilance, agressivité. Bonne chance.